Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h. Vous composez le 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Madame Hamon, bonjour. Bonjour monsieur Monsieur Lafitte, bonjour. Bonjour monsieur Praud. Monsieur Guénec, bonjour. Bonjour, moi c'est monsieur Monsieur Boubou. Tessier, qui est le grand architecte de nos 2 heures, puisque c'est lui qui décide quasiment de tout. Bonjour. Bonjour, c'est moi le chef. C'est lui le chef. Oui. Ah bah bien sûr. C'est lui le chef. Nous, Le nous capitaine. sommes, Oui. c'est le capitaine. Oh, ah oui, exactement. Ohé, ohé. Garde à vous. Bon, témoignage très poignant ce matin de Claudine sur Europe 1. Sa mère Joëlle a été retrouvée morte dans une benne à ordures du sous-sol de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Elle avait 85 ans. Elle souffrait d'une maladie dégénérative neurologique, des symptômes d'Alzheimer, de Parkinson, d'hallucinations auditives, de démence. D'après les vidéos de l'hôpital, sa mère, alors présente aux urgences, est entrée seule dans la benne à ordures du sous-sol. Elle devait être surveillée. L'autopsie a confirmé qu'elle était décédée d'une pneumopathie. Je vous propose peut-être d'écouter Claudine, la fille de Joël, donc qui avait 85 ans. C'était ce matin sur Europe 1. Je suis en colère, j'essaie de dissocier le deuil de ma mère et les conditions dans lesquelles elle est morte. Si on nous avait laissé rentrer chercher, si on m'avait laissé rentrer dans le box avec elle, elle serait toujours vivante. Que des caméras ne soient pas branchées, qu'un ouvre-porte automatique soit en panne depuis 6 mois, qu'une personne puisse se soustraire comme ça à la vigilance du personnel soignant si facilement, qu'un accès au sous-sol puisse être possible par tout un chacun. C'est une suite de dysfonctionnements qui aboutit au décès de ma maman. Est-ce une nouvelle fois un manque de personnel, de vigilance? Dans quel état est l'hôpital aujourd'hui? Appelez-nous au standard, évidemment, si vous souhaitez témoigner. Écoutons une nouvelle fois Claudine, qui est en colère. Ma maman souffre d'hallucinations auditives et visuelles depuis 2017 à peu près. Elle est suivie par l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence. En octobre 2023, a été diagnostiquée la maladie à cœur de Lewy. C'est une maladie qui regroupe les symptômes d'hallucinations auditives et visuelles, d'Alzheimer et de Parkinson. Des symptômes qui sont aléatoires. Elle pouvait être très bien le matin, en forme et tout à fait consciente et avec nous. Et puis l'après-midi, partir dans ses délires ou avoir des tremblements irrépressibles. Le vendredi matin, le jour où je l'ai menée aux urgences, elle s'est échappée par 5 fois de son domicile, où j'étais avec elle, présente. On va être avec Patricia dans une seconde, qui est secrétaire retraitée de l'hôpital public. Mais je voulais avant cela qu'on écoute Frédéric Valletoux, qui est ministre délégué chargé de la Santé. Il était également ce matin sur Europe 1 et sur CNews avec Dimitri Pavlenko. C'est un drame terrible. C'est un drame terrible et moi j'ai une pensée pour la famille, pour la fille qu'on a entendue, mais au-delà pour l'ensemble de ses proches, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à mourir à l'hôpital et sans doute encore moins aux urgences. L'hôpital, c'est l'endroit où on prodigue du soin et on le fait, on le sait, et les personnels le font avec professionnalisme et souvent beaucoup d'humanité et les Français savent que quand ils vont à l'hôpital, ils croisent des gens qui se démènent au-delà, je le redis, de leur qualité professionnelle pour accompagner ce moment où on est si fragile. Et j'ai confondu Dimitri Pavlenko et Sonia Mabrouk. Frédéric Valletoux était évidemment chez Sonia à 8h10. Alors on est avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. J'étais secrétaire retraitée de l'hôpital et on peut le dire ou vous souhaitez ne pas dire où vous étiez? Oh non, bon, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà fait plusieurs interventions qui m'ont coûté quelques réprimandes. C'est quand même terrible, mais moi de toute façon on me retirera pas la parole tant que je pourrais parler, je parlerai. D'autant que vous êtes retraitée aujourd'hui. Oui, c'est Orléans, hein, voilà, Patricia d'Orléans, elle est connue sur presque toutes les antennes de radio. Donc je présente d'abord toutes mes condoléances à Claudine et à sa famille pour ce drame et je viens de réécouter là le ministre de la Santé. Bah oui, il peut dire tout ce qu'il veut, le ministre de la Santé, mais tant qu'on ne mettra pas plus de personnel, ce sera, j'ai envie de vous dire, de pire en pire. Moi j'ai travaillé 40 ans à l'hôpital, ça n'a fait que de se dégrader. Mais alors, tout à l'heure, j'étais dans une émission avec CNews, avec Béatrice Brugère, qui me parlait de la justice et qui me disait la même chose. Et puis, si je recevais un professeur de l'université ou des écoles, il me dirait encore la même chose. Donc, tout ne fait dans ce pays que se dégrader. Je voudrais savoir quelle est votre analyse et pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on met de l'argent ailleurs, tout simplement. Mais sur l'hôpital, c'est-à-dire on le met où l'hôpital ?
L'hôpital, on le met soit sur des postes de directeur adjoint, d'attaché, de ceci, des administratifs, des directeurs. Voilà, des directeurs adjoints. Je n'ai vu qu'une évolution, mais incroyable. Alors, je dis pas que ces gens-là n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas de choses à faire. C'est comme dans les ministères. Attendez, excusez-moi. Moi, j'ai travaillé dans des écoles. J'ai vu des gens qui partaient dans des ministères parce qu'ils voulaient finir tranquillement leur carrière. Quand vous entendez ça de la part de directeurs ou de directrices, et puis avec des salaires, je vous dis pas, c'est pas le salaire d'une petite secrétaire médicale. Mais tant qu'on ne mettra pas l'argent où il faut le mettre, c'est-à-dire créer des postes. Voilà. On aura, et c'est de pire en pire. Vous reprenez, il y a 40 ans ou il y a 30 ans, quand je suis rentrée à l'hôpital, des choses comme ça n'arrivait pas. Les gens étaient encadrés, il y avait du monde pour s'en occuper. On supprime des postes parce que l'intelligence, alors là on va parler d'intelligence artificielle là bientôt, mais les ordinateurs, mais ceci, mais cela, mais auprès des malades, et on vit de plus en plus vieux, des maladies on en découvre de plus en plus, donc si on met pas le personnel derrière pour s'occuper de tous ces gens, qu'est-ce qui se passe? Des drames. Non, mais ce que je retiens dans ce que vous dites et qui est un défaut français, c'est la bureaucratie et l'administration. Je crois que la PHP, qui est le premier employeur de l'Île-de-France, donc qui est l'hôpital public, je crois qu'il y a 40% de gens qui ne voient jamais un malade. 40% d'administratifs. Donc effectivement, et je parle avec beaucoup de médecins, de chirurgiens dans l'hôpital public qui m'expliquent qu'il y a 25 ans, quand ils voulaient prendre une décision, ils avaient un interlocuteur, c'est Mickaël Perromort qui m'a raconté ça une fois, et que maintenant il en a 9. Il en a 9. Et que c'est le mal français, la multiplication de l'administration. Les démarches. Et donc l'argent devrait être mis en priorité. Et on apprend en parallèle, l'autre jour, que je crois que c'est l'hôpital Pompidou qui n'a pas assez d'argent pour avoir un scanner. Je crois que c'était ça, et qui proposait une collecte publique. Donc effectivement, il y a de quoi être inquiet, ça, Patricia. Après, c'est un autre domaine. Oui, c'est un autre domaine. Mais regardez, nous, sur Orléans, on avait un super appareil pour les gens qui faisaient des AVC. On avait vraiment, ils ont investi, c'est très bien, je veux dire, des gens qui font des AVC à Orléans, il y en a comme partout ailleurs. Moi, j'ai ma belle-sœur qui a fait un AVC, il y avait cet appareil-là. On l'a emmené à Tours, parce qu'il y a l'appareil, mais il n'y a pas le personnel. Merci beaucoup, Patricia. On va marquer une pause parce qu'on est déjà en retard. Et je vous dis à tout de suite, bien évidemment. Et pour réagir de 11h à 13h avec Pascal Pro, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Patricia qui est toujours avec nous en ligne, Pascal. Bon, Patricia, vous disiez qu'il y avait un très bel hôpital, sans doute à Orléans, c'est ce que vous vouliez dire? Oui. Ouais, qui est devenu CHU. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, il est moins performant? Alors moi, j'y suis plus depuis 1 an, mais moi, j'ai vu se dégrader les urgences, puisque là, le drame, malheureusement, s'est passé aux urgences. Pas assez de personnel, donc de toute façon, c'est dit en une phrase, pas assez de personnel soignant. Voilà. Mais quand vous dites pas assez de personnel soignant, on peut affiner? C'est des infirmières qui manquent? C'est des médecins qui manquent? C'est des infirmières, c'est des aides-soignantes, c'est des médecins. Vous êtes déjà allé aux heures de pointe dans les services d'urgence? J'ai la chance effectivement d'avoir échappé à cela, bien évidemment, parce que moi je me suis trouvée à emmener ma maman malheureusement une fois ou deux. Elle court. Mais c'est vrai que les infirmières sont mal payées, que parfois le Covid a changé aussi les choses, parce que les horaires sont difficiles, parfois tu es mal payé. C'est quand même un métier qui est qui peut être très difficile. Souvenez-vous. On les applaudissait quand c'était la 20h le soir, oui. C'est le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Elles sont où? Elles sont dans les oubliettes. Il faut payer tous ces gens-là plus, bien évidemment. Et vous savez, une petite parenthèse à Galope, vous prenez les médecins, parce qu'elles encore, elles ont des plannings avec des heures bien arrêtées. Les médecins, vous ramenez un urgentiste, moi j'en ai côtoyé un pendant quelques années, un urgentiste. Il me disait, si je ramène mon salaire au taux horaire, il ne gagnait pas le SMIC.
Alors c'est vrai qu'il y a une forme de dévotion dans l'urgentiste, hein, disons-le, et on ne fait pas ce métier par hasard, sans doute. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai pas fait mon métier par hasard. Vous avez pas fait votre métier par hasard, et c'est pour ça demain. Certains le disent pourtant. Bah oui. Je blague. Évidemment que j'ai pas fait mon métier par hasard. J'ai même jamais imaginé faire autre chose. Voilà, un médecin, mais heureusement qu'on a des médecins, heureusement qu'on a des Jean-François Sibien, là, il est médecin urgentiste, précisément, vice-président du SAMU Urgent de France. Bonjour, monsieur Sibien. Est-ce que ce qui est arrivé à Joël, j'ai envie de dire, est un accident qui n'est pas lié à un contexte général, ou est-ce qu'au contraire, selon vous, il illustre un malaise extrêmement profond de l'hôpital? Monsieur Pro, pour répondre sur ce décès, il y a une obligation de réserve que je m'impose. Il y a une enquête qui est en cours. Je ne botte pas en touche, et donc c'est un décès qu'on estime regrettable, comme beaucoup de décès inattendus ou qualifiés d'inopinés au niveau des urgences. Effectivement, aujourd'hui, on a un effet de saturation avec des patients qui restent des heures, des jours, des semaines sur des brancards. On sait qu'on augmente la mortalité, on l'a prouvé scientifiquement, de plus de 40% pour juste une nuit au niveau des urgences. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est pour nous urgentiste et pour l'ensemble des soignants qui travaillent avec nous très complexe. Je suis d'accord avec vous, mais de quel côté qu'on se tourne en France, on rencontre des gens payés par l'État, ou en tout cas qui travaillent dans le service public, qui sont en situation, comme vous dites, très complexe, qui est un euphémisme. Je parlais de la justice, je parlais de l'université, je parlais de l'école et je parlais de l'hôpital. Et on a toujours du mal à exactement savoir ce qui ne marche pas. Il y a un grand domaine, ou en tout cas une grande explication qui revient toujours, c'est la suradministration. Les soucis administratifs. Il y a également le deuxième domaine, manifestement, c'est le prix, le salaire que vous recevez. Alors je voulais avoir votre analyse, puisque ça fait combien de temps que vous êtes urgentiste, monsieur Sibien ? Je suis urgentiste depuis 1999. Bon, donc vous avez quand même... Ça fait avec un type de praticien. Donc ça fait 25 ans. Urgentiste. Voilà. Ça fait 25 ans, vous avez un certain recul. Qu'est-ce qui marche moins bien qu'il y a 25 ans et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Et surtout, pourquoi les pouvoirs publics, ceux qui dirigent, et j'ai l'impression que le ministère de la Santé, c'est un capharnaüm avec une multiplication des services qui me paraît assez invraisemblable, donc je voulais avoir votre analyse. Bon, mon analyse est simple de ce côté-là. Enfin, vous avez parlé de prix. Hein. Pour être clair avec vos auditeurs, on travaille 70, 80, 90 heures par semaine. Effectivement, quand j'ai commencé dans les années 2000, c'était moins complexe qu'aujourd'hui en termes d'activité et en termes de fluidité. Donc aujourd'hui, on vieillit, donc c'est plus compliqué. Mais juste pour donner un exemple, on vous dit au niveau de l'État qu'il n'y a pas de problème d'argent. Effectivement, il n'y a pas de problème d'argent quand vous travaillez au-delà de 48 heures. Que vous êtes payé quand vous avez fait 10 ans d'études et quand vous travaillez la nuit, que vous êtes payé 33,76 € brut de l'heure, c'est-à-dire en dessous de votre salaire de base, effectivement, à un moment, ça va coincer. Mais on va sortir cette partie de valorisation parce que si on est hospitalier, il n'y a pas que la valorisation. Vous avez dit qu'effectivement, enfin, au niveau de l'administration, il y a de plus en plus de normes et on en a entendu parler avec les paysans et on en entend parler partout dans le pays. Effectivement, on a des tâches administratives qui viennent se rajouter. Et au lieu d'aller vers des choses simples, pratiques, mon métier, c'est de communiquer avec la personne, pouvoir l'examiner, pouvoir échanger avec sa famille. Mais quand je suis interrompu sur 15 minutes d'entretien, 5, 10, 15 fois, parce que je suis référent et on m'appelle parce qu'il y a un souci à droite, à gauche, voilà. Donc vis-à-vis de tout ça, on a un problème d'organisation dans ce pays. Et après, on est parti sur un paradigme, le paradigme de l'énarchie qui est clair. Qui a dit dans les années 70, mais avec l'appui là aussi de certains professionnels de santé, on va limiter le nombre de professionnels de santé pour limiter les coûts. Mais ça fait 25 ans qu'on dit dans tous les échanges qu'on a pu avoir, alors que nous, quand on est passé, enfin moi quand j'ai validé mon concours de médecine, on a été l'année où il y a eu le moins de candidats reçus. Mais derrière ça, on a fait passer un message. Nous, on a dit réouvrez les vannes,
pour que nos jeunes Français puissent rentrer dans les métiers de la santé et puissent là aussi apporter les soins dont ont besoin et nos plus âgés. Parce que là aussi, on a quand même le boom des années 45, mais également là aussi maintenant sur les jeunes. Et une dernière chose, Monsieur Pro, que je suis stupéfait que dans ce pays, il n'y ait aucune politique de prévention. Bon, en tout cas, merci, et j'ai pas voulu vous couper pour entendre votre analyse. C'est vrai que la médecine est très complexe, notamment dans la formation. Je suis un peu confronté à cela aujourd'hui avec un jeune homme que je connais bien et qui a envie de faire médecine l'année prochaine. Tu apprends, par exemple, que l'université de Poitiers n'est pas la même que Bordeaux, que même tu n'apprends pas les mêmes choses à Poitiers ou à Bordeaux ou à Paris, ce qui est quand même déjà surprenant. Et tu apprends cette chose absolument folle, c'est que tu ne peux pas redoubler ta première année de médecine. Donc, ça met une pression absolument incroyable sur les enfants, des jeunes ados qui ont envie d'être médecins, qui ont la vocation d'être médecins et qui, évidemment, qu'on peut rater sa première année. Et d'ailleurs, redoubler, c'est pas forcément la rater, c'est approfondir, comme dit l'autre. C'est un concours, c'est difficile. Ce qui fait que ces jeunes, parfois aujourd'hui, vont aller à Bucarest, vont aller à Madrid, vont aller à l'extérieur de France pour étudier la médecine. Je trouve qu'il y a tout... Et quand j'ai parlé de ça à notre ami de Toulouse qui est le représentant des médecins de ville, qui est le grand patron dont j'oublie le nom à l'instant, il m'a dit je sais, c'est invraisemblable. Donc tout le monde est d'accord, le cursus universitaire de la médecine est devenu invraisemblable, mais personne ne fait rien. Donc tout ça m'étonne toujours dans ce pays, mais c'est la vie et c'est pour ça que l'antenne est ouverte. Merci à Jean-François Sibien. Pascal, prenez soin de vous et... non, j'essaye. Vous avez fait, là, vous avez eu votre concours à la première année de médecine ? Je l'ai eu, moi, en toute honnêteté, en triplant ma première année. Oui, et alors, c'est pas grave, ça fait de vous un bon urgentiste. Hein, je pense que j'ai fait après mon parcours, j'ai fait mes preuves et on a, à une époque, on montait des projets et aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, vous pourriez plus faire médecine, voilà, parce que... aujourd'hui, c'est plus compliqué, il y a le pass, là... Mais, le pass, alors ça, voilà. J'ai découvert ça, je vous assure, c'est une usine à gaz. Les parents qui nous écoutent... Oui, Pascal, avant, il y a Parcoursup. Je suis d'accord. Mais les parents qui nous écoutent, qui ont un gosse en terminale et qui pensent à ce qu'il fasse médecine l'année prochaine, je vous assure, c'est coton. Bon. Mais on est au clair là-dessus. Donc, vive la simplification. Exactement. Et n'oubliez pas la prévention. On va changer de sujet à 11h25, mais on va peut-être marquer une petite pause d'ailleurs. Et puis, on va saluer... 13h. Pascal Pro sur Europe 1.